Merci, Monsieur Roumégas. Vous étiez le dernier orateur inscrit. Je donne donc la parole à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la Présidente, je comprends combien il doit être à la fois passionnant d'assister à un tel débat et peut-être combien une présidence de séance, lorsqu'il s'agit d'une réflexion, croisement d'idées, d'enjeux, d'ambition et particulièrement de ce qui anime les hommes et les femmes de la mer, peut avoir comme aspect direct et conséquences sur les horaires de l'Assemblée. Et vous êtes là saisis par tant d'intervenants, tant d'orateurs, qui avaient à dérouler leurs convictions, leurs volontés, prenant place sur cette tribune, profitant de cet hémicycle pour adresser des messages, pour les partager et pour les croiser au-delà de leur position dans l'hémicycle. C'est en effet ce qui anime les uns et les autres, les élus du littoral représentant les acteurs de la mer, de pouvoir porter cette ambition. Porter une ambition qui est l'ambition maritime, de faire que la France ne se détourne pas d'une réalité, et j'y reviendrai, cette réalité qui a été réaffirmée même par des députés terrestres, et que je salue, et avec plaisir de voir que Philippe Folliot est peut-être le seul terrestre à être ici, il y en a plusieurs, mais intervenants. Et c'est donc un enjeu de la conquête nécessaire de faire partager à la France qui est maritime, à tous les collègues, mais au-delà et au travers eux, à toute la réalité de la nation, ce que représente l'enjeu pour le XXIe siècle, l'enjeu maritime. Le président de la République a souhaité mettre au cœur de son mandat la nouvelle économie maritime. Une politique maritime qui soit respectueuse de trois piliers du développement durable. L'économie, le social, l'environnement. Mais il a souhaité impulser la volonté qui est la sienne que la France soit leader dans la définition d'une politique maritime intégrée. C'est-à-dire d'articuler, de mettre en cohérence des politiques qui, touchant à la mer, étaient jusqu'alors beaucoup trop éclatées, cloisonnées, pensées séparément, mises en œuvre par des acteurs insuffisamment coordonnés. Il s'agit désormais de concilier au mieux les différents usages de la mer, à la fois richesse à protéger, mais également richesse à développer, environnement fragile qui doit être résolument protégé, mais gisement de la croissance, gisement d'emploi qui doit être assuré, une mer qui doit être mieux exploitée. La mer, c'est tout à la fois l'environnement marin, cela a été dit, le transport maritime, les ports et ses enjeux et leurs enjeux, la pêche maritime, l'aquaculture, les loisirs, la plaisance, la construction navale, les énergies marines, renouvelables ou non. La mer, ce sont les préventions des risques, le tourisme littoral, la recherche maritime. La liste est longue, mais elle démontre que tous ces enjeux, toutes ces activités, pour diverses qu'elles soient, en sont parfois même contradictoires, et que la mer est aussi un lieu de conflit d'usage. Ce qui nécessite pour nous de dépasser la pensée, de faire en sorte que nous puissions relever un défi qui est un défi partagé, mais qui concilie parfois ces contradictions, mais que nous souhaitons en faire des complémentarités. Je souhaite souligner à cet instant la démarche qui est la nôtre et qui, j'ai cru le comprendre, était partagée. De nous inscrire dans une cohérence qui a été celle initiée par l'Europe, timidement. L'Union européenne, dès 2007, a confirmé au cours de ses dernières présidences, et notamment présidence chypriote, avec la fameuse déclaration de Limassol, le 8 octobre dernier, cette ambition de construction d'une politique maritime intégrée. Il y a encore beaucoup à faire, mais le chemin est tracé et la France s'y est engouffrée. La France a salué cette initiative. Elle est ambitieuse. Elle s'articule autour de différents thèmes au niveau européen, qu'il s'agisse de l'aquaculture, des énergies marines renouvelables, des extractions minérales, du tourisme,
des biotechnologies bleues. Relever le défi maritime, disais-je, il est de taille, et il est de taille particulièrement pour la France, les uns les autres. Vous avez cité les chiffres, vous l'avez cité, ces enjeux de ce que pourrait être demain peut-être la première surface maritime au monde. La France avec ses 11 millions de kilomètres carrés, l'enjeu est là, avec ses 300 000 emplois directs, ce qui est bien évidemment notre préoccupation. Ces 900 000 emplois au total qui sont des emplois indirects, ces 52 milliards de chiffre d'affaires, ces 565 ports, ces 360 millions de tonnes de fret, ces 30 millions de voyages. Bref, la mer, c'est l'ensemble de ces activités. Et je le disais, l'enjeu est majeur. Je félicite particulièrement les différents parlementaires du groupe GDR, et particulièrement les ultramarins, d'avoir permis ce débat, d'avoir permis d'inscrire dans cet échange, d'avoir mis la mer au cœur de la préoccupation des parlementaires et du gouvernement par cette séance nocturne qui n'est pas finie, Madame la Présidente, mais nous souhaitons convaincre, y compris la capitale, de l'enjeu qui doit nous permettre de ne pas tourner le dos à la mer, mais au contraire de faire en sorte que la stratégie amène à ce que sera la croissance de demain, la croissance du XXIe siècle et la deuxième puissance mondiale maritime, deuxième surface mondiale maritime, ne doit pas louper cette opportunité. Et je saluais les ultramarins, opportunité qui est aussi celle du respect des territoires ultramarins, j'y reviendrai. Et pour ça, il faut parler d'une politique maritime intégrée, d'une stratégie nationale de la mer, du littoral, en lien avec tous les territoires. Cette stratégie, elle nécessite d'abord une mobilisation, elle nécessite d'abord une définition. Il faut qu'elle soit partagée. La définition de cette stratégie nationale de la mer, du littoral, c'était un principe qui a été posé dans le Grenelle II et qui doit nous permettre de déterminer ce qui, au terme de la loi qui contient cette annonce, cet appel à la détermination d'une stratégie maritime, oui, de pouvoir déterminer ce que demain nous pourrons avoir comme cadre de référence pour à la fois la protection du milieu, pour la valorisation des ressources marines, pour la protection, mais aussi pour la gestion intégrée, concertée des différentes activités liées à la mer et le littoral. Ce sera un décret qui sera pris au premier semestre 2014. Mais ce ne sera pas une stratégie qui aura été décidée en catimini dans quelques bureaux, parisiens ou non. J'ai souhaité, au contraire, par la mise en place d'un certain nombre d'instances de concertation, par une procédure, une méthode renouvelée, que le plus grand nombre, parce que la France maritime, c'est la France de la diversité, que le plus grand nombre puisse se saisir de la définition de cette stratégie maritime. Le premier lieu de concertation est bien sûr le Conseil national de la mer et des littoraux. Je l'ai installé au nom du Premier ministre en janvier dernier, instance de réflexion stratégique, de lieu de débat, d'échange, de concertation, d'observation. Ce Conseil se réunira de nouveau au mois de juillet. Il aura vocation à devenir le Conseil économique et social environnemental de la mer. Mais plus largement, les débats se sont inscrits également au sein des conseils maritimes de façade et dans leur préfiguration ultramarine. Ces débats qui nourriront cette stratégie nationale. Il est essentiel, partout, sur toutes les façades, de donner la chance d'échanger, de mener cette réflexion avec tous les acteurs des façades maritimes, de métropole ou d'outre-mer. Cette diversité, elle est une richesse, à condition qu'on la respecte. Elle est un enjeu, à condition qu'on la comprenne. Et c'est le sens des assises de la mer et du littoral qui se sont, comme je l'indiquais, déroulées de façon décentralisée et pour avoir suivi les conclusions à l'occasion des différents conseils maritimes de façade, il en reste un, Rouen, j'ai eu le plaisir de mesurer combien les uns et les autres, acteurs de la mer, passionnés, étaient impliqués, s'étaient saisis de ce moment de participation, d'échange, avaient tout simplement répondu à l'invitation qui était la nôtre de pouvoir nous inscrire dans une vision
générale, globale, qui déterminera la stratégie pour la France pour les prochaines années. Vous le disiez les uns les autres, la mer est une richesse. C'est le lieu d'activité économique, des activités importantes. Il faut que nous puissions mettre toute l'ampleur au soutien de la nouvelle économie. La nouvelle économie, elle sera maritime et nous l'appelons de nos vœux. Je vous ai donc entendu toute cette soirée durant. Et d'ores et déjà, un certain nombre de préfigurations, d'initiatives ont été prises en moins de quelques mois, en moins d'un an. Au terme de plusieurs mois de travaux, nous avons défini la stratégie nationale portuaire. Il était nécessaire de la définir et de l'arrêter. Elle a été présentée le 24 mai dernier à Rouen. C'est cette stratégie qui concerne en premier lieu les 7 grands ports maritimes hexagonaux et s'articule autour de 3 axes majeurs. Il y a été fait référence: construction de solutions logistiques intégrées, politique industrielle renforcée, rôle accru d'aménageurs et de gestionnaires d'espace. Avec cette stratégie nouvelle, l'État affirme son ambition. L'ambition de donner à la France une place de premier rang dans le commerce international. Comme sa situation géographique le lui permet d'être un point d'entrée, un hub de l'Europe. La compétitivité des ports, la concurrence qui se livre au niveau des ports européens, elle fut mentionnée dans vos interventions, ne doit pas nous amener à baisser les armes, mais au contraire à donner tous les moyens pour à la fois, mais j'y reviendrai, cela fut l'objet d'interventions, Christophe Prion, Édouard Philippe, de donner toutes les chances à ce qui est une richesse, une force, un enjeu, l'ouverture portuaire vers les hinterlands. Et pour cela, il faudra mettre en cohérence, et c'est tout l'enjeu de ce ministère de la mer et des transports de la mer, de cette complémentarité, de ce portefeuille ministériel que certains souhaiteraient peut-être voir rehaussé encore. Mais la marche est progressive, elle est nécessaire, et il faudra localiser. Mais un ministère de la mer, il est nécessairement itinérant. Ne m'en veuillez pas si je ne le localise pas dans une ou l'autre des façades maritimes. L'ouverture vers les hinterlands, la stratégie portuaire qui permet d'ouvrir la compétitivité, le désenclavement attendu, constaté, cet enclavement qui prive de toute efficacité au moment où les ports européens eux-mêmes se développent et offrent par l'investissement les moyens nécessaires. J'ai demandé à la Commission Mobilité 21 de prendre en considération cette situation paradoxale de la France, qui a cette force, qui a cette façade maritime, ces façades maritimes, qui a ces ports, qui a ces espaces, et qui n'en fait ni un objet de croissance, ni un objet de compétitivité. Il faut les désenclaver. Il faut les désenclaver par le fer, il faut les désenclaver par le fluvial. Il faut avoir une vision d'ensemble dans les grands corridors européens. Cette compétitivité, la croissance, l'emploi est aussi cet enjeu-là. Et pour faire face à cette concurrence internationale, nous devons également nous baser sur tous les métiers et notre savoir-faire. Il y a été fait référence, le savoir-faire à la fois de l'innovation, de nos chantiers navals. Avec le ministre Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, nous souhaitons promouvoir la construction navale française. C'est toute la filière navale, et donc par effet induit la filière nautique, qui doit aujourd'hui mieux se structurer, se renforcer durablement. Le Coricam doit être là, comité stratégique de filière. Il doit prendre les moyens de son action et de son rayonnement. Il s'agit d'œuvrer à la définition et à la promotion du navire du futur. Il y a quelques heures, nous étions en discussion pour permettre de mobiliser le PIA, le programme d'investissement d'avenir, de permettre d'avoir les moyens pour que le développement et les effets et les enjeux et les rendez-vous environnementaux sont ici, directive souffre, qui amènera à une modernisation nécessaire, mais aussi pour les pêcheurs, à un coût beaucoup moins important de ce qui est la consommation. Ce navire du futur devra être propre, économe, sûr, intelligent. La construction navale, nos chantiers navals sont en capacité de le faire. Parce que sur toutes nos façades, nous avons là des PME, des entreprises, des entrepreneurs qui ont un savoir-faire.
et qui, s'ils sont structurés en filière, seront soutenus. Et il faudra que nous puissions convaincre les établissements bancaires français de la nécessité d'accompagner tous ces gens passionnés qui, aujourd'hui, connaissent peut-être un manque de soutien à ce niveau. Je le disais, la compétitivité des transports, c'est la compétitivité des ports, c'est la compétitivité des services maritimes français. Seconde surface maritime, mais 28e rang mondial en ce qui concerne la marine marchande. Les perspectives d'évolution de notre marine marchande dans une conjoncture internationale dégradée sont, vous le savez, une source d'inquiétude. Et c'est pourquoi le Premier ministre a confié, sur ma proposition, une mission à l'un d'entre vous, à Arnaud Leroy, qui est chargé de proposer des mesures susceptibles de relancer notre marine marchande. Je n'ai pas le temps, même si la passion est là, d'insister sur bien d'autres chantiers. Je peux, si vous m'y invitez, notamment la réforme de la loi de 92, cette loi portant réforme du régime pétrolier qui impose aux entreprises de raffinage une obligation de détention de capacité de transport de pétrole. C'est un moment important, cette réforme, qui permettra de donner de la compétitivité, peut-être des perspectives nouvelles à nos armateurs et à notre flotte et à notre pavillon. Il faut que nous puissions engager la réforme de la loi 92. Elle est demandée, souhaitée. Je souhaite que ce chantier puisse être, dans les meilleurs délais, mis sur les tables de nos représentants. La nécessité de garantir également la protection des navires battant pavillon français. Face aux menaces qui existent et que fait peser sur la sécurité la piraterie endémique dans certaines zones, là encore, les armateurs nous demandent d'adapter notre système de sécurité et le gouvernement entend se saisir de la question des équipages de sécurité embarqués. Ça n'est pas éloigné de la préoccupation qui est celle des flottes françaises, du pavillon français, de pouvoir tout simplement être dans la compétitivité mondiale du transport maritime, dans la sécurité que nous devons assurer. Merci, comme beaucoup d'autres choses que j'ai entendues ce soir et que je me permets de relayer et d'appuyer. Merci, monsieur le député. La France sur mer, vous savez, elle nous réunit. Il s'agit pour nous, avec Jean-Yves Le Drian, avec lequel j'avais cette discussion, et qui nous permet d'avoir une démarche concertée. La sécurité, et notamment pour ce qui est de la sécurité embarquée, c'est une forme de souveraineté. Chaque navire pavillon français est un morceau de souveraineté de la France. Nous lui devons sécurité. Et pour le coup, le gouvernement entend se saisir de la question des équipes de sécurité embarquées. Et nous sommes en train d'étudier avec Jean-Yves Le Drian sérieusement l'élaboration de dispositions législatives permettant à autoriser, à encadrer strictement les activités privées à bord des navires et de mieux s'adapter aux contraintes des armateurs tout en respectant les prérogatives de l'État. Car là encore, ce sont ces prérogatives qui sont celles des missions régaliennes. Eh bien, nous le ferons, et ce qui a pris du temps ne doit pas en prendre plus encore. Il a été fait référence au dossier du soufre, un dossier qui est un enjeu majeur pour les différentes compagnies, et notamment les compagnies de transport maritime, dont on sait combien elles sont en difficulté. J'ai pris mes responsabilités en devant traiter le dossier de SeaFrance. Yann Capet y a fait référence tout à l'heure, et notamment comment la liquidation d'une entreprise publique a dû être prononcée. Et je reviendrai sur MyFerryLink si vous le souhaitez dans quelques instants. Mais les compagnies françaises sont malades. Elles sont en difficulté. Il faut les accompagner. Il faut les aider. C'est vrai de Brittany Ferries. C'est vrai de notre préoccupation quotidienne de la SNCM. Je me refuse à voir la SNCM abandonnée. Et il faut donner perspective. C'est là aussi, ne m'en veuillez pas de ne pas aller au-delà dans ce débat. Il est nécessaire pour sécuriser des démarches, des échanges, de faire en sorte d'abord que les partenaires sociaux eux-mêmes, les actionnaires,
mais aussi l'État, il est actionnaire, puisse travailler à la construction d'une solution industrielle permettant de sauver les compagnies et particulièrement le pavillon français. Un mot quand même, l'actualité est là. J'ai parlé de Sifrance, 1500 emplois, liquidation de Brittany Ferries qu'il a fallu soutenir et les difficultés existent. De l'enjeu de la directive souffre. Toutes les compagnies seront confrontées au renouvellement de leur flotte, et notamment dans les zones CECA, avec un enjeu, une date, mais aussi un niveau de pollution qui seront l'une et l'autre exigeantes. Et le rapport Jouffret, je le recevais il y a quelques jours, 2 jours, est une perspective majeure permettant de structurer, d'avoir un aménagement de chacune des côtes et des façades maritimes pour ce qui est des infrastructures de gaz naturel liquéfié. C'est un enjeu de toute la flotte française, car si nous ne nous préparons pas à ces rendez-vous-là, la compétitivité des ports ne sera plus d'actualité et l'approvisionnement se fera dans les ports de Barcelone ou de Rotterdam, mais ne se fera ni à Dunkerque, ni à Marseille, ni dans d'autres ports. Donc nous devons être État stratège sur ce problème, tout comme l'État doit être en responsabilité dans la défense du pavillon France. Il n'est pas normal d'avoir à constater ce montage qui était à la fois innovant, ces salariés qui se constituent en SCOP, en coopérative, y mettant même leurs indemnités chômage pour pouvoir constituer une perspective avec MyFerryLink, battant pavillon français, d'avoir une autorité administrative britannique prenant une décision qui était exactement contraire de l'autorité indépendante française de la concurrence et s'éloignant, méconnaissant une décision ayant autorité de la chose jugée, interdisant d'ailleurs aux propriétaires des bateaux de Sifrance, suite à la liquidation, de les revendre dans un délai de 5 ans. Autant dire que la décision de l'autorité indépendante britannique est une mise à mort de la compagnie. Et nous ne pouvons nous y résoudre, car ce n'est pas au moment où nous avons surmonté la difficulté de Sifrance, sauver 500 emplois par la volonté même des salariés, que nous devrions, parce que les parts de marché sont là, parce que la réussite du pavillon français est là, nous résoudre à une solution qui est une décision qui, excusez-moi de le dire ainsi, est un peu inspirée du non-sens. Comment nous expliquer que 2 compagnies garantiraient la concurrence plutôt que 3 ? Il y a un moment où les libéraux eux-mêmes se prennent les pieds dans leur propre démonstration de logique capitaliste. Et donc, il est important pour nous, comme je l'ai fait depuis plusieurs semaines, discrètement, officiellement, depuis le Conseil des ministres européens au Luxembourg de cette semaine, et à cette tribune, à l'interpellation de Yann Capet, à cet instant, de dire ce que nous avons fait pour Sifrance, ce que nous faisons pour Brittany Ferries, ce que nous faisons pour la SNCM, nous le ferons pour MyFerryLink, car le pavillon français doit avoir ses chances et l'emploi marin français est une nécessité. Nous devons être le gouvernement, vous devez être les représentants du peuple qui garantissez cette réalité de l'emploi marin français. Je pourrais, et cela a été fait, évoquer également cette interrogation quant au pilote maritime français. Je crois qu'Estelle Grelier l'a évoqué, Estelle Grelier, sur ce qui aujourd'hui est une chance, la reconnaissance d'un service public par le Conseil d'État, mais qui pourrait être mise à mal par le nouveau règlement européen sur les ports, initié, suggéré par le commissaire européen Siim Kallas. J'ai lundi, en Conseil des ministres européens des Transports, indiqué que la France était extrêmement réservée sur cette initiative nouvelle, extrêmement méfiante quant aux dispositions de ce nouveau paquet portuaire. Là où nous étions seuls, d'autres pays se sont exprimés, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse des Pays-Bas. Il est fort possible que, par notre impulsion, notre volonté et le signal donné clairement, la France, là encore, soit à l'initiative de la protection de l'emploi, mais également de la réalité des services publics dans les ports. Dans cette économie maritime, il y a bien sûr la pêche. Et les secteurs de la pêche, de l'aquaculture jouent un rôle spécifique. Le monde de la pêche doit être préservé, doit être valorisé, doit être défendu.
Je le rappelle, la pêche, c'est 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Ce sont 90 000 emplois. Ce sont des réalités de façade maritime. Ce sont des réalités d'aménagement du littoral, d'économie sur notre littoral. Et les Français y sont attachés. Nous devons revenir. J'ai entendu, même ici, des interventions concernant les pêches, comme si nous pourrions et nous serions légitimes à opposer tel ou tel type de pêche. Les pêches sont la réalité de la France, sa diversité. Les pêches, qu'elles soient hauturières, qu'elles soient tonnières, qu'elles soient petites pêches, qu'elles soient spécialisées, qu'elles soient côtières. Ces pêches, c'est la diversité de nos façades maritimes. D'un pays qui a la chance, mais peut-être aussi la difficulté, lorsque l'on a une politique de la pêche, d'avoir ces pêcheries mixtes avec toute l'exigence que cela peut impliquer. Alors, cher Jean-Louis Omégas, il faut, comme vous le disiez, faire que les avis scientifiques s'imposent. Et c'est d'ailleurs précisément la position de la France lors de la discussion de la PCP. Mais je dois le dire, la caricature qui est faite de la position de la France dans les débats européens, peut-être est-elle utile à éviter que l'on pointe du doigt là où des comportements peu respectueux de l'environnement marin, peu respectueux de la biomasse, peu respectueux de la réalité. Je pense notamment à la pêche minotière. Où sont ceux qui souhaitent mettre en cause la pêche minotière, qui, elle, n'aura pas de question de rejet, parce qu'elle prend tout, parce qu'elle fait tout en farine, parce qu'elle ne respecte aucun stock d'aucun poisson? Où est la réalité? Où est la revendication lorsque nous souhaitons, nous, la France, à la fois éviter pareille dérive, demander une analyse des conséquences de la pêche électrique, demander la mise sous quota pour protéger des espèces lorsqu'il s'agit de surexploitation de la pêche? Où est l'accompagnement d'un certain nombre de personnes qui viennent donner des leçons, s'invitent, parfois même sans débat, n'écoutent pas ce qui se dit? Où est la réalité des défenseurs de la petite pêche, au moment même où c'est à l'initiative du gouvernement que les petites pêches ont bénéficié de la répartition plus juste des quotas de thon rouge, où la France a été celle qui a permis de mettre le débat des ganguilles qui concerne la petite pêche sur la table et qui sera peut-être entendu par la commissaire européenne? Où sont ceux-là? Et comment peut-on stigmatiser de la sorte? Comment peut-on interpeller? Comment peut-on mettre des pages entières financées on ne sait comment en disant « Monsieur Cuvillier, nous vous observons », que l'on m'observe, mais que l'on m'observe complètement, que l'on m'observe intégralement, mais qu'on ne caricature pas la position de la France, parce qu'elle a une position équilibrée, à la fois de respect de la diversité des pêches, respect des pêches elles-mêmes, respect également des différents types d'activités qui garantissent l'emploi. Je rappelle, développement durable, c'est de l'économie, c'est du social et c'est de l'environnemental. Je le dis parce que la réalité scientifique, elle est là. La réalité, elle est celle des stocks pêchés durables. En 2005, ils étaient de 6%. Ce sont les scientifiques qui le disent. En 2010, 28%. En 2013, 61%. Cette réalité scientifique, elle s'impose. Et nous pouvons parler de surpêche, elle peut exister. Mais encore faut-il nous dire de quelle pêcherie, sur quelle base, de quel stock. Vous mettez en cause la France disant qu'elle n'a pas demandé de date pour la reconstitution de la biomasse. La France a été l'un des premiers pays à faire mention de la biomasse dans les discussions européennes. Aucun pays n'a demandé une date butoir pour la reconstitution de la biomasse. Et ceux qui prétendent le contraire ne disent pas la vérité. Aucun autre pays, y compris ceux qui se souhaitent être vus comme étant vertueux le temps où les caméras sont allumées lors des discussions européennes et qui sont plus en retrait de leurs déclarations lorsque les caméras s'éteignent et lorsqu'il s'agit de passer aux travaux pratiques de la réforme de la politique commune des pêches. La réalité, elle est celle-ci, je sais le dire, parce que la France a un riche tissu social, a une réelle identité culturelle, a de nombreuses régions littorales. Je ne répondrai pas à Sébastien Denaja. Je viens de prononcer cet après-midi, ce soir, un discours suite à un débat du Sénat sur la pollution en Méditerranée et toutes les politiques mises en place.
Et les enjeux sont là et vous avez raison. Au moment où la qualité des eaux se rétablisse sur l'étang de Taube, bravo aux ostréiculteurs, aux coquilliculteurs et à l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des façades qui permettent d'être eux aussi des acteurs de l'environnement marin, qui eux aussi dépendent de la qualité des eaux, eux aussi dépendent de l'interface terre-mer. Je salue donc tous ces efforts qui ont été engagés par les acteurs de la mer et des espaces côtiers. Je ne reviendrai pas sur la diversité, je viens de l'évoquer, je ne reparlerai pas de la pêche traditionnelle de l'anguille, je ne parlerai pas de la reconstitution de celle-ci où nous sommes très acteurs, des enjeux de la conquiliculture, de la pisciculture, de l'aquaculture française qui doit avoir une vraie stratégie de développement. Comment peut-on considérer, avec notre surface maritime, d'avoir des importations de l'ordre de 80% extérieures, alors même que nous pourrions développer sur nos façades des petits métiers, des compléments de rémunération pour bon nombre d'entre nous. La pêche, ce sera la PCP, dit Conseil des ministres européens, où la France a été présente de la première à la dernière minute. Qu'il s'agisse des journées de discussion ou des nuits blanches, il fallait bien en passer pour constituer et construire les 10 ans des règles communautaires de la pêche, avec pour seul, mettez-le à notre crédit, pour seule réflexion, d'avoir des règles compréhensibles, praticables, opposables, contrôlables par tous les pêcheurs, d'avoir de la cohérence, d'avoir aussi une évaluation de ce que parfois les incohérences de dispositions et de réglementation amènent en elles-mêmes et génèrent en elles-mêmes des manquements et notamment des pratiques qui sont celles que je peux qualifier par exemple de rejets, qui sont des rejets du fait des textes, du fait des réglementations. La prochaine réflexion sera celle du FEAMP. Vous, les uns et les autres, m'avez demandé et évoqué ce rendez-vous, et nous serons au rendez-vous. Et nous sommes déjà au rendez-vous, car nous souhaitons faire correspondre la PCP et le FEAMP, la nécessaire modernisation des navires, l'accompagnement de nos métiers, au moment où il faudra être tout simplement dans l'application des rejets avec la flexibilité nécessaire à la sécurité des bateaux et des embarquements, avec les fonds nécessaires à la modernisation, là où la France, mal défendue, n'avait reçu que 216 millions pour le dernier FEP, au moment où l'Espagne recevait 1 milliard. Je souhaite rééquilibrer cette enveloppe, car je souhaite que les marins aient la capacité, la possibilité d'accompagner, à la fois par des initiatives de recherche, de diversification et de modernisation, les enjeux de la pêche de demain. La dimension sociale est là, cher Annick Lelog, merci de l'avoir souligné, de votre préoccupation à la fois de la Caisse nationale maritime, mais aussi de l'Établissement national des invalides de la marine, de ces 100 000 assurés maladie, de ces 120 000 pensionnés. Et il faudra toute notre attention pour que, en effet, soit pleinement réussie. C'est le cas, cette transformation en établissement public. La dimension sociale, c'est aussi la compétitivité du pavillon français, l'anti-dumping social qui met en danger notre modèle social. Et il faut poursuivre, la marche est longue, la construction d'un pavillon européen. Conformément aux engagements du Président de la République, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation à la législation au droit de l'Union européenne, la DADU, transpose en droit national des acquis de la Convention du travail maritime de l'OIT, signée en 2006. Ce texte, sur lequel la commission mixte paritaire s'est accordée aujourd'hui même, permet d'être un instrument juridique contraignant de l'OIT et qui met en place des normes couvrant différents domaines du droit social. La France, de ce point de vue, assume ses progrès sociaux et ses garanties qui seront données aux marins. Normes minimales applicables à bord des navires, dans l'emploi, la santé, la sécurité, le travail, l'hygiène, tout cela, en quelques mois, nous l'avons réalisé. Vous l'avez réalisé par le vote que vous avez apporté à cette transposition. Mais c'est aussi la réalité des entreprises maritimes pratiquant le cabotage, avec les règles et la législation que vous avez adoptées également à l'initiative du gouvernement, les règles dites de l'état d'accueil permettant d'éviter le dumping social et permettant d'appliquer des règles sociales
s'alignant non sur le modèle le plus dégradé, mais au contraire sur les modèles qui est le plus proche de la réalité française, avec évidemment, pour les personnes ne le respectant pas, les contravenants des sanctions pénales accompagnant. Édouard Philippe évoquait tout à l'heure l'enjeu de l'enseignement maritime. C'est vrai, cet enseignement maritime était dans une situation extrêmement dégradée il y a encore quelques mois. Et il a fallu donner à l'École nationale supérieure maritime des moyens et des ambitions. Un nouveau président, un nouveau directeur, éviter de la laisser à la dérive avec ses dettes, avec ses impasses, réaffirmer les sites historiques de Marseille, du Havre, de Nantes et bien sûr de Saint-Malo. Et l'enjeu est là, avec le lancement en septembre des États généraux de l'enseignement maritime, car il faut permettre aux jeunes de se tourner vers les métiers qui sont les métiers de demain, à la fois les métiers traditionnels, mais ceux que la mer elle-même va générer en ingéniosité et en formation du futur. Il faut qu'il y ait à la fois pour le NSM et les 12 lycées maritimes une filière maritime qui donne plus de cohérence et plus de formation, plus de perspectives pour les jeunes. Voilà ce qu'un pays maritime doit avoir comme ambition, de donner cette chance à la jeunesse, de donner de la cohérence à la formation, à l'enseignement, de faire en sorte que nous puissions organiser cela. Vincent Peillon m'en donnait garantie et nous travaillerons ensemble pour que ces États généraux permettent de renforcer l'enseignement. Il y a la recherche, il y a l'innovation, il y a les appels à manifestation d'intérêt, il y a, je le disais, le navire du futur, l'arpège, il y a l'enjeu des molécules d'origine marine, pharmaceutique, agroalimentaire, les technologies bleues. Il y a l'ensemble de ces enjeux Ifremer qui, avec Geneviève Fioraso, fera l'objet d'une attention et d'un volet maritime affiché, affirmé. Cela a été indiqué, cher Philippe Folliot, cher Philippe Vittel, cela a été confirmé par le Premier ministre et c'est ici aussi tout l'enjeu de passer de la rédaction, de l'ambition du lycée maritime français à la concrétisation, à la construction d'une politique nationale ambitieuse. Cela est vrai aussi lorsque le Président de la République et le Premier ministre, lors de la conférence environnementale, a souhaité que la France soit plus en pointe encore sur la stratégie des énergies marines renouvelables. La France a publié un appel d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité. C'était en 2011. Un nouvel appel d'offres concernant 2 nouvelles zones a été publié en début d'année. Nous devons là aussi faire en sorte, et merci d'avoir cité les réalités de France Énergie Marine, de son président, car la France doit être de ce point de vue plus ambitieuse encore, avoir un projet qui est un programme qui permettra d'intégrer toutes les technologies, l'hydrolien, l'éolien flottant, l'énergie thermique des mers, c'est vrai pour les ultramarins, c'est vrai pour tous les territoires. Et puis, bien sûr, l'environnement marin, chère Suzanne Talla, sur laquelle je peux, là encore, me développer mon propos. Je souhaiterais m'adresser à cet instant particulièrement aux élus ultramarins. Vous avez raison, et je conclurai par cela. Vous avez raison d'appeler la métropole à la prise en compte de ces réalités. Vous avez raison de dire que l'ambition maritime, la surface maritime de la France, les perspectives de développement passent aussi par la reconnaissance des régions ultramarines. C'est pourquoi, à la volonté du Président de la République, chaque ministre a à ses côtés un conseiller chargé des Outre-mer. C'est pour ça, au-delà de cet affichage qui est important dans chaque ministère, ce que nous avons fait dès les premières négociations de juin dernier, de l'année dernière, nous avons réussi à obtenir ce qui n'avait pas été le combat de ces dernières années, que nos Outre-mer soient reconnus régions ultra-périphériques. Nous avons réussi, lors d'une seconde négociation, que ces régions ultra-périphériques soient dotées de conseils consultatifs régionaux. Nous avons réussi à obtenir de la commissaire Maria Damanaki que les RUP et que les CCR Outre-mer puissent être associés sous une forme de codécision, en tout cas de co-concertation dans la stratégie qui concernera les territoires ultramarins. C'est important d'avoir les territoires outre-mer
qui soient représentés, qui, comme les territoires et les régions ultrapériphériques du Portugal et de l'Espagne, bénéficient de toute cette pleine connaissance. C'est aussi, ces derniers temps, le respect des 100 000 qui a été obtenu suite à des négociations de cette zone des 100 000 sur nos outre-mer. Voilà ce qui a été en quelques mois obtenu par ce gouvernement parce qu'il est respectueux des outre-mer, des territoires dans leur diversité, parce que ce combat, il n'avait pas été mené au niveau européen et que j'ai fierté et j'ai plaisir de dire à Victorin Lurel que ce volet pêche des outre-mer, de cette prise en compte des spécificités, doit être complète, globale. Et j'aurai à cœur, à chacune des négociations européennes, d'avoir une pensée particulière, une plaidoirie appuyée pour que cette reconnaissance soit pleine, entière de la part de la Commission. Voilà ce que rien n'est jamais suffisant, mais en quelques mois, moins d'un an, 10 conseils des ministres, nous avons fait ce que nul autre gouvernement n'a pu apporter en respect et en reconnaissance aux régions ultrapériphériques. Cela nécessite que nous travaillions encore, et d'ailleurs nous n'en sommes qu'au début, d'un long travail, de longues périodes, de longues négociations. Nous aurons notamment sur les capacités de pêche à faire en sorte que la spécificité des régions ultrapériphériques soit accompagnée de dispositions particulières et éviter qu'il y ait un amalgame entre des règles qui concerneraient telle ou telle région d'Europe et qui ne seraient pas spécifiquement adaptées à nos régions d'outre-mer. Je pourrais continuer. Vous avez été éloquent, vous avez été passionné, vous avez été complet, vous avez été dans la suggestion, dans également l'impulsion nécessaire que les parlementaires maritimes et littoraux savent donner parce qu'ils ont une vision de la France qui est celle qui peut réussir, qui peut s'appuyer sur une croissance, la croissance maritime parce qu'elle est là, parce que nous la connaissons, parce que nous savons qu'elle recèle toutes les solutions de demain. Solutions nutritionnelles, solutions en termes d'eau, en termes d'énergie, en termes pharmaceutiques. Nous avons ces solutions qui passeront par la mer. Mais pour le moment, il faut armer la France à ces défis qui seront les défis technologiques maritimes. Voilà, Madame la Présidente, de la capitale à la mer, il y a un repas. Alors il faut maintenant maritimiser la capitale. Il faut que la capitale et ses élus aient pleine conscience de cette ouverture de Paris vers ce qui est un enjeu majeur pour elle, pour cette ville, pour cette capitale maritime, d'une France maritime. C'est en tout cas tous les vœux que nous formons. Je suis persuadé qu'ils sont des vœux partagés ici et unanimes. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Le débat est clos, mais c'est un débat qui aura vu cet hémicycle traversé d'embruns, de vagues, d'écume et de profondeur. Merci à vous. Prochaine séance demain à 9h30. Question orale sans débat. La séance est levée.